Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Vézina, en compagnie de Daniel Bédard. Allô, allô? Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, super bien. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires. Un podcast qui met de l'avant l'humain derrière l'entrepreneur et qui nous raconte des histoires inspirantes. Qui est notre invité aujourd'hui, Daniel? Hey, Jean-Philippe, aujourd'hui, on reçoit Lara Aymon, qui est la fondatrice de Iris Arlo. En fait, c'est une marque d'impact social, environnemental, axée sur la santé globale, qui offre des produits menstruels sains. Tu te souviens-tu de l'épisode bonus qu'on a fait ensemble, notre dernier épisode bonus? Je t'avais parlé de mon coup de cœur entrepreneurial 2025. C'est aujourd'hui. Et voilà. Donc, 2026. Ben non, je t'avais dans l'épisode bonus, je te parle de mon coup de cœur. Oui. OK, là, tu me suis, là. Oui, je te suis. Bon, parfait. Mon coup de cœur, c'est Lara Aymon, que j'ai rencontré en début de l'année 2025. Puis, il y a des gens comme ça que tu rencontres, c'est ça que j'expliquais dans l'épisode bonus, que tu rencontres, que tu te dis, OK, donc, cette fille-là, elle est trop dynamique, elle est super le fun. Sa compagnie, c'est hot, là, on va se le dire, en bon québécois. Puis, tu m'avais mis au défi. Tu me dis, est-ce qu'on pourrait l'avoir en podcast? Est-ce qu'elle pourrait venir comme invitée? Alors, aujourd'hui, elle est là, elle est avec nous, une fille incroyable. C'est sûr qu'avec Lara, aujourd'hui, on va parler du mouvement d'équité vers l'équité et l'inclusion. Alors, Lara, je suis très excitée de t'avoir ce matin avec nous, puis que les gens puissent te rencontrer, puis toi, que tu puisses... rencontrer mon coup de cœur 2025. Pas 2026, 2025. Beaucoup de pression. Merci pour l'invitation. En effet, la barre est assez haute. J'espère que je vais être à la hauteur de vos attentes. Tout à fait. Moi, je te connais, je sais que tu vas être à la hauteur. J'ai lu beaucoup sur toi. Il va y avoir, je pense, beaucoup de sujets qui vont découler de l'épisode aujourd'hui. Ça, c'est sûr. J'irais peut-être pour commencer plus vers l'entrepreneuriat. En fait, je suis curieux de savoir comment, pour toi, ça a commencé l'entrepreneuriat. Ça a commencé vraiment, vraiment jeune. Je savais même pas que le terme entrepreneuriat existait. En fait, j'avais 13 ans. Ça a commencé par du bénévolat. Quand j'ai toujours été un petit peu hyperactive. Fait que fallait que je trouve, je vais dire, un exitoire pour cette énergie supplémentaire. Non, t'as pas d'énergie, toi. Je sais pas de quoi tu parles. Donc, c'est ça. Ça a commencé vraiment par du bénévolat. Et rapidement, en fait, je me suis mis à mettre sur pied différents projets. Beaucoup d'événements, des événements de mode, en fait, qui mettaient de l'avant la mode éthique, les savoir-faire locaux. Ça a commencé à prendre énormément d'ampleur. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, en fait, que ce que j'étais en train de faire, c'était, oui, du bénévolat, mais c'était de l'entrepreneuriat. Et que tu pouvais partir d'une idée, la coucher sur papier, commencer à en parler à des gens autour de toi. Des fois, c'était un peu fou, mais il y a quand même des personnes qui embarquaient. Puis que là, à un moment donné, tu te ramassais à être une équipe de plusieurs personnes et que ce projet-là voyait le jour. Donc, je fast-forward, arrivé, en fait, à l'université. Il a fallu que je fasse certains choix. Et pour moi, le choix était vraiment naturel et c'était clair que j'allais démarrer une entreprise. Donc, j'ai décidé d'aller en administration des affaires. Et, ici à Laval, hein? Exact. Ici à l'Université Laval. Et mon choix s'est arrêté, entre autres, sur cette université-là parce que, et ça, je pense que c'est un des secrets les mieux gardés de l'Université Laval, mais ils ont énormément de programmes et de relations avec différents partenaires, différentes universités, un peu partout à travers le monde. Et pour moi, je voulais, au-delà d'aller chercher mon baccalauréat en administration des affaires, je voulais aussi une expérience terrain à l'international, parce qu'on le sait, aujourd'hui, une entreprise, elle est globale dès le jour 1. Et étant justement assez hyperactive, je souhaitais vraiment aller chercher cette expérience terrain et terminer mes études trilingues. Donc, je parlais déjà français et anglais. Je souhaitais également rajouter l'espagnol et l'Université Laval, de par à la fois des programmes pour apprendre comment se font les affaires en Amérique latine, jumelés à des cours d'espagnol, des échanges à l'étranger. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire une année à Barcelone et par la suite, je vais dire la cerise sur le Sunday et un programme extrêmement distinctif de l'Université Laval. C'est le programme des missions commerciales qui existe
depuis 20-25 ans et qui, à chaque année, il va toujours y avoir une ou deux destinations et qui va former des étudiants de toutes les disciplines. Et tu as le devoir, en fait, d'aller recruter une entreprise qui va te donner un mandat et tu vas effectuer ce mandat-là à l'étranger pour le compte de l'entreprise. Donc, moi, c'était une compagnie canado-américaine qui faisait des systèmes de sécurité pour les grues. Je veux dire, j'étais loin là, de la mode, là, puis de tous les projets que j'avais touchés. Mais c'est toi qui choisissais cette entreprise-là, en fait? Comment, dans le fond, qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette entreprise-là? En fait, ils m'ont choisi. OK. Même que je les ai challengés. Donc, comment que ça se passe? C'est que tous les étudiants, on doit faire des pitchs, on doit faire des cold calls auprès d'entreprises. Ensuite, on fait des présentations, etc. Des fois, il y a un match direct. Des fois, les entreprises disent « Ah, ben on veut donner un mandat. » Et ils vont faire des entrevues avec différents... donc, dans le cadre d'émission, on s'appelle des agents de développement commercial, pardonnez-moi. Et c'est un processus d'entrevue. Et c'est l'entreprise, au final, qui sélectionne son agent. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité, justement, de faire une mission en Inde. Et ça a été vraiment toute une révélation de comprendre qu'on pouvait partir, je veux dire, d'une simple recherche en ligne à vraiment faire des contacts à l'étranger, rencontrer ces personnes-là, développer des connaissances, des partenariats et voir des entreprises s'exporter à l'étranger. Attends, là, puis ça a changé ma perspective du monde des affaires complètement. Mais pour mieux comprendre, là. Oui. Parce que toi, c'est clair dans ta tête. Ça va vite, ça va vite. Ça va vite. T'es allé en Inde pour cette entreprise-là. Oui. Dans le fond, dans le cadre de la mission avec l'Université Laval. Exact. OK. Puis là, en Inde, OK, c'est pas toute la même culture qu'ici, là. Attends un peu, là. Moi, je veux savoir comment ça s'est passé. T'arrives là, comment ça se passe? Je pense que ça a été un voyage différent. En fait, pas je pense, ça a été un voyage différent pour toutes les personnes. Donc, grosso modo, tu as énormément d'autonomie. Donc, chaque agent, donc chaque personne de la délégation est mandatée par une entreprise différente. Et donc, moi, j'avais une amie, là, elle vendait des tapis roulants. Fait qu'elle allait voir plus, mettons, des gyms, des hôtels de luxe, etc. Moi, je me ramassais là, dans des shops, je veux dire, à l'extérieur de la ville. La construction immobilière, en fait, un peu ça, des grues, je veux dire. C'était des manufacturiers de grues, c'était de la construction immobilière. Donc, l'Inde, en fait, c'est plein de surprises. Autant, une journée, je me ramassais dans dans les bureaux d'une multinationale avec, je veux dire, de la sécurité, puis des clearances, etc. Autant le lendemain, je veux dire, j'arrivais, le gars, il venait me chercher sa mobilette, puis j'étais comme, OK, il y a 4 bouts de métal autour de moi, comme clairement, mon entreprise ne fera pas affaire ici, là. Donc, tu sais, c'est vraiment le jour et la nuit. Mais, grosso modo, chaque personne dans le cadre a des mandats différents. Donc, doit booker ses propres rendez-vous selon ses mandats, doit trouver la manière de se déplacer. Donc, mais la mère en moi panique, là, sérieusement. J'imagine à la place de ta mère, là, ma fille, elle arrive, puis elle me dit, bon, ben je m'en vais en mission internationale en Inde. Toi, tu paniquerais-tu? Ben, je pense que c'est une méchante belle expérience. Oui, ben, je comprends ton point. Oui, mais voilà, mettons, là, je veux dire... En tout cas, c'était courageuse. Au retour de tout ça, qu'est-ce que tu dirais que t'as retenu le plus de cette expérience-là? Ouais. En fait, c'est vraiment d'oser. Puis, je pense que ce programme-là, moi, ça a été transformateur dans mon parcours parce que, et à partir, en fait, des journées où on devait recruter une entreprise, parce que j'avais jamais été amenée à réellement faire des cold calls. Donc, tu sais, tu cherchais en ligne puis là, tu sais, ça va me dater, là, mais moi, j'ai fait mes études, j'ai fini en 2011, mais, tu sais, tu cherchais en ligne dans les répertoires, tu trouvais un numéro de téléphone, puis là, le téléphone te regardait, toi, tu regardais le téléphone, puis tu étais comme, j'ai pas vraiment envie de décrocher le téléphone, puis tu sais, dire, ah, bonjour, je m'appelle une telle, je travaille pour tel programme et on a envie de vous rencontrer, etc. Donc, ça a été vraiment de passer par-dessus, je veux dire, cette crainte-là, qui, dans le fond, est vraiment une crainte naturelle du rejet. Il y a personne qui aime ça, se faire dire non. Donc, pour moi, ça a été transformateur parce que ça m'a montré que, attends une seconde, tu peux oser, puis si tu deviens confortable avec l'inconfort, puis avec le fait que tu vas te faire dire non un certain nombre de fois, mais que de l'autre côté, ben, quand tu es inconfortable, tu repousses tes limites, tu es capable d'apprendre davantage, tu te dépasses, tu commences à réellement bâtir quelque chose, puis si tu es encore
une fois confortable avec ces différents noms-là, ces différents rejets ou encore ces différentes avenues qui ne fonctionnent pas. Parce que moi, dans mon rapport, il a fallu que j'écrive. Oui, j'ai été visiter telle entreprise et... Mais écoutez, je veux dire, c'était 4 bouts de métal puis sur un champ de terre, puis il n'y avait rien là. Fait que malheureusement, je veux dire, cet avant-midi-là, non, il n'y a pas de résultats concrets. Ben, ça m'a énormément formée. Et aujourd'hui, ça me sert énormément. Puis c'est quelque chose que j'essaie de transmettre beaucoup à mes équipes. OK, on va essayer, puis peut-être qu'on va tomber, mais on va se relever, on va apprendre, puis la prochaine fois, ben, on va savoir un peu plus vers où aller. Je trouve que tu amènes un point super intéressant dans le sens que d'oser, de ne pas avoir peur de se faire dire non. Ça, c'est un point vraiment intéressant. Puis les gens qui ont du succès, autant en affaires, qui peuvent travailler pour une organisation, mais les entrepreneurs qui ont du succès, c'est ceux qui osent, puis qui comprennent qu'un non, ben, le fameux « un non, ça tue pas », là. Non. Ouais, mais ça, je pense que tu avais ça jeune en toi. Là. C'est pas, t'es jeune là, quand même, quand tu arrives en Inde, tu n'es pas très âgé. Fait que... Ah non, c'est ça. J'étais jeune, puis je sais pas comment ma mère... avec ça. On invitera ta mère à une prochaine épisode. Là, après ça, juste pour bien comprendre, tu disais que tu allais plus en mode? Donc, c'est ça. Suite, je veux dire... Avant et après l'Inde. Donc, dans le cadre de tout ce bénévolat dont je vous parlais avant, donc de 13 ans jusqu'à l'université, je me suis mis à mettre sur pied différents spectacles de mode. On travaillait sous le nom de Mire en scène. Donc, autant on désignait des vêtements à partir de... Donc, on faisait de la récupération, donc à partir de matières recyclées. Autant on mettait de l'avant des créateurs québécois qui utilisaient soit des matières biologiques, des savoir-faire locaux, qui designaient ici et produisaient localement. Toujours dans l'optique de démontrer, en fait, qu'une mode qui est respectueuse de l'homme, qui est respectueuse de l'environnement, n'a pas besoin d'avoir l'air d'une poche de jute ou quoi que ce soit. Donc, on cherchait à briser un peu ces tabous-là. On travaillait aussi énormément. On avait des mannequins qui étaient extrêmement diversifiés. Donc, on travaillait aussi à enlever... Aujourd'hui, c'est devenu normal, mais dans le temps... Pas tant encore, hein? Un peu, là, mais... Mais c'est encore pire avant. Oui, on est d'accord, oui. C'est ça. Moi, je veux dire, il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, de penser faire un défilé avec des gens qui ressemblent à tout le monde. À tout le monde, Monsieur, madame, tout le monde. Donc, tu sais, on travaillait vraiment de ce côté-là. On l'a même transformé. En fait, ça a été ma première vraie expérience entrepreneuriale en entreprise. On a eu différents mandats pour des ministères, pour différents organismes de, justement, mettre sur pied des événements. Et par la suite, c'est ça, j'ai fait mes études universitaires. Et suite à ça, en fait, j'ai été embauchée là, comme acheteuse en mode. Donc, j'ai vraiment travaillé dans cette industrie-là. Mais il y avait toujours ça me grugeait là, à l'intérieur de me lancer en affaires. Et c'est ce que j'ai fini par faire assez rapidement. Puis quand tu te lances en affaires, ben, tu me racontais aussi qu'à l'université, tu trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup... Ils n'en parlaient pas du mode entrepreneurial, que c'était pas vraiment quelque chose qui était discuté. Puis avec des collègues, ben, des gens de ton, j'imagine, de ton bac, là. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, trouvant que vous n'aviez pas de modèle? Oui, donc, en fait, puis là, ça me date. Ça fait un petit bout. Mais je trouve ça génial qu'aujourd'hui, il y ait énormément de ressources pour les gens qui souhaitent se lancer en affaires. C'était pas le cas. On parle de 2011 environ, là, 2010-2011, c'était pas le cas, là. Exact. Il y avait quelques ressources, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, je dirais que tout l'écosystème entrepreneurial, comme on le connaît aujourd'hui, qui vraiment va accompagner de l'idéation jusqu'à la croissance, nos entrepreneurs, ça existait plus ou moins. Donc, avec justement là, des collègues, des amis, on était en fait à travers plusieurs universités parce qu'à un moment donné, une personne en parlait à une autre. On a mis sur pied un OBNL qui s'appelait Nota Bene et où on était tous rassemblés par ce désir de se lancer en affaires, mais on n'avait pas de modèle. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait sur pied différents événements, autant à Québec, à Montréal, et chaque événement adressait une industrie, une thématique, et on avait toujours 3 personnes qui venaient nous parler. Donc, une personne qui était vraiment en mode start-up, une personne en mode croissance que les gens du milieu connaissaient, mais pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde, et une personne que t'arrêtes n'importe qui sur la rue, ils connaissent la personne, donc qui est vraiment là, je vais dire plus une entreprise à maturité.
Donc, autant on a eu l'opportunité de recevoir des Dominic Brown, des Nicolas Duvernois, des architectes comme Pierre Thibault, etc. Donc, on a vraiment couvert une foule de domaines. Et à un certain moment, on cherchait des commandites pour soutenir nos activités parce que tout ça était fait de manière bénévole, je veux dire, les soirs, les week-ends, etc. Et on a fait une présentation, en fait, à Desjardins. Et de fil en aiguille, je reçois un appel un peu au milieu de nulle part. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, moi, j'avais déjà mon plan d'affaires pour ma première entreprise. Donc, une entreprise, l'objectif, c'était vraiment d'accompagner des organisations dans le cadre de développement qui touchent l'international. De l'inspiration aussi des missions commerciales, parce que je voyais tout le potentiel qu'il y a au Québec qui n'est pas assez, je vais dire, développé, malheureusement, à mon avis. Et je reçois cet appel de Desjardins. Donc, je suis un peu curieuse. Je me rends à la rencontre. Je suis pas sûre de comprendre trop qu'est-ce qui se passe. Il y a cette dame absolument extraordinaire. Si vous pensez que moi, j'ai de l'énergie, là, elle, c'était un dynamo. Je veux dire, j'ai de la misère à la suivre dans le bureau tellement elle allait vite. Imagine. Je me rappelle, je me suis dit, wow, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Incroyable, cette dame qui a été une mentor dans mon début de parcours et que, voilà, j'aime d'amour. Et grosso modo, elle m'a dit, en fait, on m'a référé à vous parce que vous organisez déjà des événements et on a besoin d'accompagnement dans le cadre d'un événement, un sommet international qu'on va mettre sur pied, qui s'appelle le Sommet international des coopératives, qui, à ce moment-là, était la réponse de Mme Leroux au World Economic Forum. Donc, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais... Quelle opportunité quand même. Je veux dire, à un certain moment, il faut que tu te dises... OK, oui, je me lance. Go. Donc, à ce moment-là, moi, j'étais déjà freelance parce que je travaillais justement sur mon projet de plan d'affaires en parallèle. Et je me rappelle d'avoir appelé mon partenaire, qui lui est encore à l'emploi, et d'avoir dit, OK, c'est beau, on a notre premier contrat, tu peux officiellement démissionner, let's go, on se lance. Et c'est comme ça que j'ai démarré là, ma deuxième entreprise. Wow. Puis là, tout ça nous amène à aujourd'hui. J'ai hâte de t'entendre là-dessus aussi sur Iris et Arlo. Oui. Qu'est-ce que c'est en fait? Donc, en fait, à travers toutes ces années-là, j'ai été une consultante, donc une entreprise de consultation. J'ai eu l'opportunité avec mes équipes de travailler avec une foule d'organisations dans plein de domaines, dans le domaine manufacturier, dans le domaine de l'entertainment, dans les produits de consommation, etc. J'ai été extrêmement choyée d'avoir des clients qui étaient vraiment des humains et des humaines extraordinaires avec qui j'ai pu énormément à la fois apprendre, mais où on s'est aussi challenger, parce que c'était ça aussi notre rôle, c'était aussi de les pousser eux aussi à sortir des fois de leur zone de confort, puis à prendre les étapes, à faire les prochains pas pour développer leur propre organisation. Puis, à un certain moment, j'étais un peu tannée aussi d'être dans ce rôle de consultante-là où, au final, c'est pas toi qui as les deux mains sur le volant. Dans le sens que avec ta drive, je pense que tu as besoin d'être dans l'action, là. C'est ça, moi, des fois, tu sais, puis je pense que c'est pour ça qu'on a eu du succès, parce que moi, quand je prenais un mandat, là, je veux dire, je le prenais comme si c'était ma business, puis j'étais investie à 200%, puis je donnais mon, tu sais, c'est ça, on y allait à 100 000 à l'heure. Mais à un certain moment, il reste que tu es sur le siège du passager. Tu peux dire, ce serait le fun de tourner. Vous pourriez tourner à droite, il y a telle opportunité, etc. Donc, tu donnes tes recommandations. Mais tu peux jamais, je vais dire, pousser la machine au maximum. Puis, j'avais envie de vivre cette expérience-là. Et parce qu'un parcours entrepreneurial, c'est souvent, justement, tu es accompagné par plein de personnes qui rentrent dans ta vie de plein de manières différentes. J'ai eu l'opportunité d'avoir une amie qui est aussi coach, Anne-Pierre Paquette, si jamais... On la salue. On la salue. Qui m'a challengée de manière extrêmement bienveillante et qui m'a donné des séries d'exercices pour vraiment que je fasse cette introspection de c'est quoi mon fameux why. Et ça, là, c'est difficile puis ça fait mal. Pour ceux qui l'ont déjà fait, là... Tu creuses. Je sais pas combien, je veux dire, de carnets de notes que j'ai griffouillés, de fois que je me suis assise dans des cafés, que je me disais, mon doux, OK, est-ce que je vais finir par y arriver?
Et à un certain moment, j'ai vraiment mis le doigt sur ce que je souhaitais faire. Et j'en suis venue à 3 critères pour mon prochain chapitre professionnel. Et ça, c'était d'avoir quelque chose qui a un réel impact social et environnemental. Parce que ça représente mes valeurs, puis j'ai besoin de cet alignement-là profond. Le deuxième élément, c'était je voulais quelque chose que je pouvais scaler, qui revenait un peu de la frustration de quand tu es consultant, ben, tu n'as pas les 2 mains sur le volant. Et je voulais quelque chose qui pouvait impacter des millions de personnes. Parce que ben, moi, j'aime ça rêver grand, puis je me dis, ben, tu sais, pourquoi pas? Ben, c'est ça. Je me dis, si on ne l'essaye pas, on ne le saura pas. Puis, écoute, si c'est pas des millions, mais que c'est des milliers ou des centaines, ben, c'est déjà énorme. Donc, j'ai écrit 5-6 plans d'affaires différents sur différentes industries. Puis, ils faisaient tout du sens. Mais je n'avais pas la petite flamme. Il n'y avait pas comme la chose là, qui, je savais qu'était nécessaire en affaires pour justement passer tous les hauts et les bas que tu finis par vivre en entrepreneuriat, puis que tu as besoin là, d'avoir cette flamme-là là, pour, tu sais, les matins que tu n'as pas trop envie, là, c'est ça, faut qu'elle soit là. Ça s'est passé, en fait, le déclic pour Iris Arlot, quand j'ai pris une boîte de serviettes et ayant toujours fait super attention à ce que je consomme, d'où ça vient, l'impact sur la santé, l'impact sur l'environnement, c'était indiqué « fait avec du coton ». Puis là, je me suis dit, attends, il n'y a pas juste du coton là, dans cette serviette-là. Quelles sont les autres composantes? Et c'était pas indiqué. Puis je me suis dit, OK, c'est un peu étrange. Et je me suis mis à faire des recherches vraiment juste pour moi, en tant que consommatrice. Et c'est là que je suis tombée sur plusieurs études qui relèvent que dans plusieurs produits conventionnels, on retrouve de 20 à 30 produits chimiques. Des pesticides, des herbicides, des perturbateurs endocriniens, des éléments que l'on sait cancérigènes, etc. Et là, je me disais, attends une seconde, on met ça en contact avec une des parties qui absorbe le plus de notre corps. On est menstrué pendant 40 ans. Et si on met bout à bout les menstruations, c'est entre 6 et 7 ans qu'on est menstrué au courant de notre vie et donc que nos parties intimes vont être en contact avec ces produits-là. Donc ça a été vraiment le premier élément, donc côté santé, que j'ai eu un déclic. Puis rapidement, en continuant à lire, donc je suis tombée un peu dans un rabbit hole où je me suis mis à lire une étude qui menait à une autre, qui m'a mené à commander à peu près tous les livres qui existaient sur le sujet et à les lire. Et par la suite, en fait, j'ai rapidement réalisé que la majorité des produits, en fait, sont faits de matière plastique, des fois jusqu'à 90%. Donc, les impacts environnementaux également sont énormes. Juste pour vous donner un exemple, une simple serviette peut prendre jusqu'à 800 ans pour se décomposer. Oh. T'en parles vraiment beaucoup avec passion, oui, là. On le sent. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ce que je trouve intéressant que tu nommes, là, c'est la petite flamme que tu avais besoin. Puis là, ce que je comprends, c'est qu'à force de lire, tu t'es intéressé et là, c'est là que tu t'es rendu compte, OK, parce qu'elle en parle avec passion, t'es-tu d'accord? Oui. Ben, tu as vu qu'il y avait une problématique, puis tu as voulu clairement la résoudre. La résoudre, parce qu'il n'existait rien sur le marché, c'est ça, je comprends, qu'il n'existait pas sur le marché qui répondait aux besoins. Là. Exact. Ben, en fait, moi, je cherchais une marque, en fait, qui était bonne, une marque canadienne, une marque locale, qui, dans le fond, était bonne pour le corps, puis qui minimisait les impacts environnementaux. Parce qu'évidemment, un produit qu'on n'utilise pas, c'est le meilleur pour l'environnement. Mais là, on a besoin de gérer ça. Et il n'y en avait pas. Là, je me suis dit, OK, j'avais encore mes 3 points de ma réflexion. Je me suis dit, est-ce que c'est ça l'entreprise que je vais lancer, une entreprise de produits menstruels? Donc, rapidement, il y a aussi eu toute la question dans le fait d'enlever les tabous autour des menstruations. Parce que là, on en parle un matin. Je sais, tu mal à l'aise? Pas du tout. Parfait. Super, on aime ça. Je me sens dans votre gang. OK, parfait. Ça, c'est génial, mais c'est pas tout le monde qui sent mal à l'aise. Je trouve que c'est important d'en parler. Puis, qui sent à l'aise, pas mal à l'aise. Je trouve que c'est vraiment important d'en parler, puis surtout l'impact que ça peut avoir. Puis je trouve ça beau aujourd'hui, tant l'impact environnemental, mais aussi l'impact pour les femmes. Je pense que c'est 2 points qui me rejoignent beaucoup aujourd'hui. Là. Fait que je trouve que c'est important qu'on en parle. Juste savoir, avant qu'on aille plus loin dans l'histoire, parce que c'est super intéressant, mais le nom, Iris et Arlot, ça vient de où? Ah, ça me fait poser ça. C'est sûr que tu te fais poser cette question-là, hein? Oui, et des fois, c'est drôle parce je vais être avec une collègue, ou des fois, mes collègues vont être ensemble dans des rencontres, puis il y a quelqu'un qui va dire « Ah, c'est toi, Iris, c'est toi. » C'est toi, Arlot. Non. OK. Ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas des animaux ni des plantes, je vous rassure.
En fait, Iris, c'est vraiment en lien avec l'iris, donc la fleur, parce que c'est le symbole de l'inclusion. Et on a commencé en étant une des premières entreprises à proposer des services clés en main dédiés aux organisations, au milieu éducatif et institutionnel. Donc, on a vraiment développé tout un système où, au même titre que tu retrouves du papier de toilette, tu retrouves du savon à main, ben, tu devrais retrouver des produits menstruels. Donc, c'est vraiment un geste concret pour l'équité, pour l'inclusion. Donc, l'iris, c'est pour ça. C'est aussi un clin d'œil à l'iris des yeux parce qu'on a une des gammes les plus complètes sur le marché, autant du côté corporatif que du côté vente au détail. Et mon objectif, c'est, avec Iris et Arlo, d'accompagner les personnes qui ont des menstruations des premières règles jusqu'à la ménopause. Et pour ça, ben, tu as besoin d'utiliser des produits différents. Et Arlo, ça veut dire un petit cours d'eau entre deux montagnes. Donc, c'est un peu tongue-in-cheek, parce qu'on se prend pas... C'est un sujet sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Ouais. Et c'est aussi un clin d'œil au côté environnemental. On voit que le nom est très réfléchi, oui, très réfléchi. Puis aussi, le projet a été très réfléchi. Ouais. C'est sûr que ça fait partie de ta personnalité. Et moi, j'aimerais ça que tu nous parles... Tu sais, quand on lance ça, là, on s'entend, là, tu lances les produits, tout ça, mais il n'y a personne là, qui connaît ton produit. Ta première vente, c'est quoi? C'est sûr, tu t'en souviens. Ben, en fait, l'émission commerciale, quand je dis je ne pensais pas que ça jouerait autant un rôle important, j'ai fait de la pré-vente. Donc, moi, avant de me lancer, parce que là, j'avais des gens autour de moi, j'avais 50%, je vais dire, des gens pour qui leur opinion est importante pour moi, qui me disaient, c'est une excellente idée, vas-y, 200%. J'avais l'autre 50%, puis tous des gens que je respecte, qui ont des carrières incroyables, qui me disaient, tu es en train de me parler de menstruation? Tu veux lancer une compagnie qui fait des tampons puis des Ah! C'est pas glamour, hein? Non, je pense pas que c'est une bonne idée là, pour ta carrière. Là. Puis là, je veux dire, tu sais, ça t'amène à te questionner parce que tu te dis, attends, c'est des personnes que je respecte énormément, que ça fait des années qui m'accompagnent, etc. Donc là, je me suis dit, OK, on va y aller étape par étape. Et ben, une des raisons aussi que cette industrie-là est très compétitive, en fait, c'est que ben, tu peux pas dire je vais produire 10 serviettes et 10 boîtes de serviettes, 10 boîtes de tampons. C'est des immenses quantités. Oui, c'est ça. Donc, des containers. Tu es obligé de faire venir un container? Oui. Hein? Quand je veux dire, nous, on reçoit des camions, là, des 40 pieds. Donc, quand tu te lances... Tu plonges, là, tu plonges pas dans le pâteau, tu mets pas un pied dans le pataugeoire, là. Tu plonges dans le creux, puis c'est all-in. Fait que nous, ce que je me suis dit, c'est on va tester le marché, on va voir s'il y a une réponse positive. Et on a décidé de lancer une campagne de financement participatif pour tester l'idée. Et je m'étais mis comme objectif, si on a 100 entreprises, 100 organisations qui nous disent oui, cette idée de fournir des produits menstruels à mon équipe, au même titre que du papier de toilette, au même titre que du savon à main, j'embarque. Bien, je savais qu'à partir de 100, il y a comme un espèce d'effet boule de neige où là, tu viens renverser. Oui, la vapeur, en fait. C'est ça. Puis les gens embarquent, puis il y a un effet d'entraînement. Puis même les gens autour de moi, ils me disaient « Ah, t'es sûr, etc. » Puis je me suis dit « Regardez là, à partir du moment où on va avoir un certain nombre critiques, les gens qui me disent non, ils vont embarquer. » Et c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, après, on s'est dit... Donc, ça, c'était au mois de mars 2023. Et par la suite, en fait... Puis pas longtemps après, la législation fédérale est arrivée. C'était en décembre 2023 de mémoire. Fait que c'est sûr que tu avais aussi tout le mouvement qui en parlait déjà. Là. Oui. Ça a dû t'aider, ça. Oui, ça a été un vent d'entraînement inespéré. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que la législation fédérale... donc, en fait, ça concerne toutes les organisations qui sont sous le Code du travail fédéral. Ils ont maintenant l'obligation de fournir des produits menstruels, de même que des poubelles menstruelles à leurs équipes. Donc ça l'a vraiment, je vais dire, c'est vraiment venu valider les questionnements ou peut-être les retenues que certaines organisations qui ne sont pas nécessairement sous le Code du travail fédéral ont. Et on a vraiment vu là, par la suite là, le tout devenir de plus en plus une norme versus quelque chose d'exceptionnel. On ne parlera pas de politique, mais pourquoi qu'au Québec, c'est pas la même règle? Ça s'en vient, je pense. C'est une question...
C'est une excellente piège. Non, mais c'est une excellente question. Il y a un mouvement. Moi, mon entreprise, on a embarqué dans ce mouvement-là, parce que je trouve que c'est juste normal, puis c'est un geste à poser en tant qu'entrepreneur. Puis justement, je pense que je trouve ça décevant de savoir que. Oui, mais mettons, grosso modo, là, les priorités provinciales ne sont pas les mêmes que les priorités fédérales. Mettons, on va leur expliquer. Mais il y avait quand même des. Il y a des politiciens, dont je pense à une femme là, qui vide sa sacoche. Tu sais de qui je parle. Elle s'est présentée ici à Québec avec la CAQ à l'époque, puis elle avait fait vraiment... Elle en parlait beaucoup, là. Puis, mais elle n'a pas passé. Mais il y en a qui y croient. Fait que éventuellement, moi, je pense que ça va venir, là, mais on va voir. Mais c'est difficile de parler de politique. Oui, non, mais je ne sais pas, on a la politique, mais il y a une ouverture, ça, je comprends, parce que moi, je comprends pas pourquoi c'est pas fait. C'est juste ça. Oui, on le souhaite. Ça devrait être normal. Ouais. Ben, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir l'effet, justement, d'entraînement. Parce que, oui, en fait, les organisations qui sont sous le Code du travail fédéral, qui sont touchées par cette législation-là, on parle d'environ 1,5 million de Canadiens et Canadiennes. Et ce qu'on a pu voir, nous, c'est beaucoup d'organisations qui disent « Ah, ben c'est intéressant, OK, on va le faire. » Fait qu'en ce moment, c'est plutôt positif. Même s'il n'y a pas nécessairement de législation, les entreprises, les écoles, les institutions, elles embarquent le pas. Donc, tu sais, je me demande même, est-ce qu'on va avoir besoin de législation? Ou éventuellement, je pense que non, c'est ça. En fait, il y a plusieurs organisations. Souvent, ça passe même par les ressources humaines. Hein. Ils veulent introduire ça, puis ils ne savent pas comment faire. Ce que je trouve en fait, ce que je comprends, c'est que vous les accompagnez là-dedans. Oui, exact. Parce que des fois, les gens vont se dire « Ah, OK, c'est facile de fournir des produits menstruels. » Dans une petite organisation où tu es peut-être... Oui, tu peux aller à la pharmacie peut-être, là, mais c'est peut-être pas là. Ouais. Ben, c'est pas toutes les organisations. Puis quand tu es rendu à, je sais pas, tu as une tour à bureau, tu as plusieurs édifices un peu partout à travers le Canada, tu peux pas nécessairement fournir des produits menstruels avec quelqu'un qui court à la pharmacie et qui va s'en occuper. Donc, quand on dit au niveau des réserves qu'on a vraiment une offre clé en main, c'est parce que, justement, on accompagne les organisations du début. Donc, vraiment, les aider des fois à répertorier leur nombre de salles de bain. Aussi bête que ça, il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas leur salle de bain de répertorier à quel type de distributeur. Donc, on a vraiment plusieurs gammes de distributeurs. On en a en plexi, 100% recyclé, recyclable, où tu n'as pas besoin de faire de trous dans le mur. C'est des attaches dans le fond qui viennent se coller sur les parois. Donc, super facile à enlever aussi par la suite. Tu viens le glisser. Le but, quand on a designé ça, c'était de développer, en fait, le premier distributeur au monde qui va dans une cabine. Parce que la réalité, c'est que souvent, tu réalises que c'est dans la cabine que tu as besoin d'un produit menstruel et pas à l'extérieur de la cabine. Donc, on s'est dit, on peut-tu mettre la personne qui a des règles au centre de cette expérience? Et après ça, on en a aussi là, en inox, donc pour des plus gros volumes. On en a pour les événements, en carton. Donc, on accompagne vraiment du type de produit, type de distributeur. Et ensuite, on accompagne autant les équipes de ressources humaines sur comment l'intégrer dans leur politique que au niveau de la communication. Donc, comment faire partager toute l'info. On dirait que Lara est le produit. Hein? Ouais, elle parle beaucoup. On dirait que tu es. Je suis content d'entendre qu'il y a justement un mouvement de plus en plus fort pour ça, parce que je trouve que c'est pas de quoi qu'on entendait parler énormément avant. Non. Puis là, on entend de plus en plus parler. Puis les gens qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent même pas ça. Non. Fait que peut-être mais que même avant, je me souviens que tu l'as fait, toi. Oui, j'ai embarqué là-dedans. Oui, on l'a fait dans notre organisation. Puis c'est venu me chercher. Puis pour moi, c'était une norme. Je trouvais que ça devrait être normal. C'est bien ça. De faire ça. Je me demande aussi, puis c'est souvent une question que j'ai pour les entreprises qui ont un impact social et environnemental important comme ton entreprise, comment tu fais pour concilier en même temps la rentabilité de l'entreprise puis aussi justement l'impact que tu as social et environnemental? Oui, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, je veux dire, j'ai juste le mot anglais, là, debunk. Là. Je pense que c'est vraiment une préconception que les gens ont que tu ne peux pas allier profit et impact. Pour moi, en fait, je suis convaincue que les entreprises du futur, ce sont celles qui, dans le fond, oui, vont faire de l'argent parce que la réalité, c'est que tu as besoin d'argent pour payer des salaires, pour innover, pour investir dans ta communauté, mais qui, au contraire, vont incorporer justement différents programmes ou différentes valeurs dans leur choix.
Puis ça va autant des matières premières jusqu'à leur manière de s'impliquer dans leur communauté. Je veux dire, on regarde, il y a des grandes entreprises comme Patagonia. Je veux dire, c'est une Inc. qui fait de l'argent, mais qui réinvestit énormément dans les différentes communautés où ils sont à travers le monde. Donc, pour moi, c'est vraiment... On voit un changement aussi au niveau de nos générations actuelles. Je veux dire, moi, je regarde mon équipe, j'ai des gens qui, je veux dire, ils pourraient aller travailler n'importe où. Ils choisissent de venir chez nous parce qu'il y a ce côté d'impact-là qui vient les rejoindre au niveau des valeurs. Tu as vécu au début, là, quand tu as lancé, là, je ne sais pas si c'était réellement au début, mais je pense que oui. Tu es allé au Dragon. Oui. Tu as choisi d'aller au Dragon. C'est quand même une expérience unique, sûrement. Oui. Je l'ai jamais. Mais comment tu sais, le Dragon, là, il y a des pour, il y a des contre, c'est un sujet que je ne sais pas si tu as le droit d'en parler. As-tu le droit d'en parler? Je veux dire, j'ai le droit de parler de mon expérience. Je peux pas... je pense pas qu'on peut dévoiler tout le processus. Non, je pense que ça fait partie de l'expérience. Mais toi, Lara, comment tu as vécu ça, les dragons? Mon doux, c'était stressant. Tu sais, je veux dire, là, tu m'en parles, puis je suis comme, oh mon Dieu, je ressens encore l'espèce de petite boule que j'avais, tu sais, dans le ventre au studio. Mais c'était aussi, je veux dire, un jalon dans mon parcours entrepreneurial et clairement dans le parcours d'Iris et Arlo. J'ai écouté Les Dragons, je veux dire, depuis la première émission. Là, je veux dire, j'en mangeais. Je trouve que cette émission-là est tellement faite pour le Québec, pour justement aider à démystifier c'est quoi l'entrepreneuriat, que ça peut prendre différentes facettes, que ça peut prendre différentes ampleurs aussi. Et d'aller au Dragon, ça a été évidemment énormément de préparation. Ça doit. Faut que tu te prépares à toutes les questions parce qu'ils ne disent pas c'est quoi les questions que tu vas te faire poser. Et je pense que ce qui est le plus challengeant, c'est que quand tu rentres dans le studio, t'es ébloui parce que... Tu vois pas, je pense, assis un peu, mais je veux dire, il y a de la lumière, là, puis tu as des caméras partout. Et tu rentres dans le studio, mais tu sais pas quand t'en ressors. Donc, ils captent énormément de contenu et par la suite, ils vont faire un montage. Donc, tu sais pas exactement comment ça va être monté. Tu sais pas non plus qu'est-ce qui va se passer. Nous, on a eu des offres, on a fait des contre-offres. On est allé dans le bunker. Des dragons sont allés dans le bunker. Ça a été vraiment mouvementé. Donc, je veux dire, si on aurait voulu le prédire, on n'aurait pas pu, là. Puis tu finis que tu n'acceptes pas, tu le prends pas, l'offre, hein? C'est ça qui se passe, me semble? Oui, je pense qu'on était une des rares entreprises qui a décliné. Pour nous, c'était important, là, rester aligné. Cela dit, je recommande l'expérience. Je pense que c'est une expérience extraordinaire. Ne serait-ce que pour toute la préparation que ça, toi, te force, mais aussi toute ton équipe à faire. Nous, on en est ressortis beaucoup plus soudés. Et évidemment, il y a une belle visibilité aussi qui vient avec cette expérience-là. Mais mettons, pour 5-10 minutes à la TV, en réalité, selon toi, ça a pris combien de temps? Mettons, toute la période de ton pitch, plus répondre aux questions? Tu veux dire en studio? Oui. Nous, on est resté longtemps. On est resté plus que 45 minutes en studio. C'est incroyable. C'est long, hein? C'est ça te démontre comment qu'après ça, t'es prêt à toute question. Là. Tu connais ton entreprise à 110 %. Là. Oui, puis nous, il y a une partie aussi où est-ce qu'ils se parlaient entre eux. Ouais. Devant vous. Devant nous, donc, je veux dire, moi, T'attends. J'attendais, je veux dire. C'est tellement pétillante, ça devait être difficile comme attendre. Non, moi, je trouve ça entertainant, en fait, là, de les écouter entre eux. Puis c'est ça, puis quand tu le vois au montage, après, voilà. Mais tu sais, quand la décision de dire non, on dit non, là, parce que on va le dire, ton conjoint travaille avec toi, Damien travaille avec toi, et il me semble, on le voit dans cet épisode-là, il faut que vous décidez ensemble que c'est non. Là, tu sors, mon Dieu, tu te fais te sentir stressée, non? Oui, je me sentais hyper stressée. Puis là, je me disais, c'est-tu la bonne décision? C'est pas la bonne décision. Puis là, tu pèses les pour, les contre, etc. Ouais. Écoute, à la fin de la journée, on a pris une décision. Puis tu sais, ça, je pense que c'est aussi un apprentissage que j'ai eu à faire dans le cadre de Iris et Arlo. À un certain moment, une entreprise, c'est comme un train, dans le sens que tu avances dans une direction. Puis, tu es constamment obligé en tant qu'entrepreneur de prendre des décisions, puis tu n'auras jamais l'ensemble des informations que tu aimerais avoir pour pouvoir prendre la décision. Puis, des fois, tu colles des shots
tu dis, yes, ça, c'est un bon coup. Puis des fois, tu colles d'autres shots, puis t'es comme, ah ouais, finalement. Puis celle-là, c'était une bonne shot? Je pense que, écoute, je sais pas. Je la regrette pas. Tu sais, je veux dire, j'assume cette décision-là. Il serait-tu passé autre chose si on avait dit oui? Probablement, mais écoute, à un moment donné, je veux dire, moi, je suis très focus sur, on a pris une décision, on a fait du mieux qu'on pouvait à ce moment-là avec les informations qu'on avait. On continue d'avancer. On a eu des super répercussions. Même des gens encore qui m'en parlent aujourd'hui. Donc, pour l'entreprise, ça a été extrêmement bénéfique. On a eu plusieurs contacts avec les dragons. Donc, non, ça a été une belle expérience. Je trouve qu'elle souligne un bon point, le fait d'assumer ses décisions. Puis ça se peut que parfois, elle n'est pas parfaite, mais parfaitement imparfaite, mais on avance. Oui, ça, puis la tasse, c'était au début, je pense, Ouais, on est encore très, très, très jeune comme entreprise. Je vais aller écouter ça ce soir. Okay. Je vais essayer de retrouver ça. Je vais aller écouter ça. Aussi, tu es beaucoup impliqué. Tu es sur plusieurs conseils d'administration, en fait. Juste par curiosité, c'est pourquoi tu t'impliques autant dans différents conseils? Oui, c'est une excellente question. En fait, vu que j'ai commencé à m'impliquer super jeune, je vais dire, je suis tombée un peu dans la soupe de la gouvernance. Encore une fois, assez jeune, donc au début de ma vingtaine. On parlait très peu, encore une fois, j'ai l'impression, au niveau des jeunes professionnels de gouvernance. Et c'était la Chambre de commerce de Québec qui organisait un événement qui s'appelait, je pense qu'il l'organise encore d'ailleurs, il faudrait vérifier, un CA à l'heure du thé, qui était différent, principalement des OBNL, qui recrutaient des administrateurs. Et j'ai toujours adoré l'art. Et il y avait justement une compagnie de danse contemporaine qui cherchait des administrateurs. J'ai mentionné que j'avais un intérêt, puis à un certain moment, j'ai été invitée en interview et j'ai été invitée à joindre le conseil d'administration. Et encore une fois, puis tu sais, l'entrepreneuriat, c'est souvent on va dire, c'est tel entrepreneur avec telle entreprise, mais l'entrepreneur, il n'est jamais tout seul. C'est pas vrai que tu bâtis tout seul. Ça prend vraiment un village pour bâtir une organisation et toutes ces connaissances, ces savoirs-là. Encore une fois, j'ai eu la chance de tomber sur un CA avec des femmes qui étaient des sommités dans le domaine culturel et qui m'ont pris par la main, qui m'ont montré c'était quoi la gouvernance, qui m'ont montré les rouages du domaine et j'ai adoré cette expérience-là. Donc ensuite, avec la Jeune Chambre de commerce, il y a un programme de jeunes administrateurs. J'ai continué à être impliquée sur d'autres conseils d'administration. Et ensuite, il y a eu une loi au niveau provincial qui, pour l'ensemble des sociétés d'État, ils doivent avoir un jeune de 35 ans et moins au niveau de leur conseil d'administration. Donc, à un certain moment, j'ai été invitée à joindre le conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec, où j'étais déjà impliquée sur d'autres comités. Donc, j'avais quand même déjà une bonne connaissance de l'organisation. Puis encore une fois, je pense que c'est important aussi dans nos implications d'aussi être passionné par les sujets. Donc, c'est vraiment là, comme ça que j'en suis venue à m'impliquer. Puis pour moi, en fait, c'est une façon de redonner aussi à la hauteur là, de mes moyens à la communauté. Et je pense qu'on est extrêmement chanceux ici au Québec, au Canada, d'être où est-ce qu'on est. Puis qu'on a un certain devoir aussi de s'impliquer. Des fois, ça peut être du temps. En fait, il y a Pierre Lassonde qui dit il y a 3 T, ils ont que les temps, les talents et les trésors. C'est bien dit, ça. Donc, tu sais, à différents moments dans ta carrière, tu as différents... certains... les T varient. Donc, moi, ce que j'avais, c'était du temps. Et c'est justement là où est-ce que je me suis mis à m'impliquer. Et quand tu t'impliques, quand tu donnes de ton temps, justement, évidemment, tu as des responsabilités. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'aller faire mon collège des administrateurs de société. Donc, je suis une administratrice de société certifiée pour vraiment peaufiner mes connaissances en gouvernance, parce que tu as quand même c'est ça, des responsabilités. Mais tu donnes, mais tu apprends aussi énormément. Donc, non, je trouve que c'est vraiment une belle expérience. Lara, on arrive au segment la question au-delà des affaires. En fait, moi, j'aimerais savoir, si tu avais l'occasion de pouvoir parler à la jeune Lara, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Fais-toi confiance, ça va bien aller. Sans hésiter. Hein? Oui, vraiment. Il n'y avait aucune hésitation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments dans ta vie, quand tu étais jeune, tu te faisais pas confiance? Ah oui, puis je veux dire encore aujourd'hui. Puis je pense que le doute est sain aussi. Pas, tu sais, je pense qu'il y a des niveaux là, de doute. Là. Exact, oui. Mais je pense que n'importe quel leader,
tu dois toujours avoir un certain niveau de doute, puis je dis de doute, mais en fait, peut-être le terme capacité à te remettre en question, ouais. Mais aussi pour moi, c'est lié à toute la question de feedback aussi, que ce soit de tes équipes, que ce soit de tes partenaires, tes collaborateurs, en fait. On vit dans un monde qui est extrêmement complexe, qui va vite, qui change constamment. Il n'y a pas une bonne réponse. Puis, par exemple, hier, je me retrouve avec une de mes collègues dans une rencontre chez un client. Il y a 4 femmes dans leur équipe. Elles sont extraordinaires. Et là, il y a un truc qui ne fonctionne pas en particulier sur, dans ce qu'on essayait de faire ensemble. Et là, en fait, ça a vraiment été l'ingéniosité de tout le monde qui questionnait, qui travaillait, qui construisait sur ce que l'autre apportait, qui a fait en sorte qu'on a trouvé une solution qui fonctionne. Et, tu sais, c'est cette ouverture-là que tu as de besoin en tant qu'entrepreneur pour être capable de bâtir puis de collectivement réaliser la vision que tu as. Quand tu regardes ton parcours professionnel, mais aussi personnel, c'est quoi, tu dirais, ta plus grande fierté aujourd'hui? Vraiment l'impact sur les gens. Ma plus grande fierté, puis je trouve ça toujours de la quétaine, mais c'est quand même ça, là. Puis je me rappelle, quand on recevait justement les entrepreneurs dans l'OBNL, Nota Bene, puis là, souvent, quand quelqu'un posait cette question-là, puis qu'il parlait, c'est l'humain sur mes équipes, sur les gens que j'ai rencontrés, etc. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement quétaine. Mais aujourd'hui, tu le vis, puis c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Je veux dire, je regarde, on a des gens dans l'équipe qui sont là depuis le début, je veux dire, qui est en stage chez nous et aujourd'hui, qui réalisent des grandes choses, qui se dépassent. Donc, vraiment, pour moi, c'est ça qui vient me nourrir, qui me pousse à constamment me dépasser. Là. Donc, ouais. Puis je trouve ça incroyable, ton parcours. Puis ça a été quand même beaucoup d'informations aujourd'hui. Mais je serais curieux de voir un peu, c'est quoi ta vision? La vision de l'entreprise, mais ta vision aussi sur le long terme. Comment tu vois ça? Je sais que ça va. Tu vas peut-être dire d'un coup aujourd'hui qu'on va la sortir dans 5 ans, ce sera pas du tout ça, là, mais... je pense qu'elle a déjà de clair. Okay. Il me semble que je la regarde. C'est sûr qu'il y a de quoi, mais je pense que ça peut tellement pétiller. Oui, la vision est claire. Après, je pense que ce qui est toujours moins clair, en fait, c'est le chemin, dans le sens que, puis tu sais, je fais ça... je pense que le chemin, c'est jamais une ligne droite. Là. Je veux dire, tu vas tourner à gauche, tu vas tourner à droite. Oh, attends, tu vas reculer. Fait que tu vas aller en haut, tu vas aller en bas. Donc, la vision pour moi, pour Iris Arlou, est super claire. Ce qu'on veut, c'est vraiment bâtir une entreprise d'ici qui devient un leader dans notre industrie. Donc, vraiment de rendre accessibles des produits menstruels qui sont sains pour le corps, pour l'environnement. Et à terme, parce qu'on redonne aussi, dans le fond, toujours un pourcentage pour lutter contre la précarité menstruelle qui touche quand même un très gros pourcentage de la population. Et j'aimerais ça voir ces pourcentages-là diminuer lorsque je dis toujours que je vais être une petite vieille dans ma chaise berçante sur ma galerie. Là. Ça fait plus que 40 minutes qu'on a la chance de te parler. En fait, on aurait pris beaucoup plus. Oui. Hein? Mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de l'entrevue aujourd'hui? Quand vous hésitez, puis ça, je le dois à ma maman, de vous faire confiance, justement, puis de vous dire, je vais l'essayer. Puis peut-être que ça fonctionnera pas, puis que je vais tomber, puis je vais devoir me relever ou que on va me dire non. Mais dans la majorité des cas, je trouve qu'il y a une magie qui opère, puis souvent, c'est des oui. Ou si c'est pas exactement ce que vous pensiez qui s'est déroulé, des fois, c'est même mieux. Et voilà. Puis il faut faire confiance à la vie pour ça. C'est vrai. C'est tellement vrai. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un modèle, moi aussi, un coup de cœur. Tu sais que c'est ton coup de cœur de l'année passée. Dans ta vie professionnelle et personnelle, tu as la chance de connaître davantage Lara. Mais pour moi, ça a été vraiment une belle découverte aujourd'hui. Tu as une personnalité hors pair, mais l'impact que tu as chez les femmes, l'impact que tu as dans l'environnement, je peux juste te lever mon chapeau, parce que c'est pas tous les jours que la chance de rencontrer une entrepreneuse comme toi. Fait que vraiment bravo pour ton parcours, très inspirant. Merci, mais honnêtement, quand je dis que ça se fait collectivement, c'est aussi parce qu'il y a des entreprises qui ont dit oui, on embarque. Il y a des détaillants aussi qui ont dit oui, on embarque. Donc, des entreprises d'ici qui ont cru déjà, tu sais. Mais ce que je trouve,
c'est sûr que nous, on se connaît professionnellement, on collabore ensemble, fait que je suis très fière de toi, je suis contente que tu aies accepté aujourd'hui. Mais ce que je trouve beau de ton message, c'est que, en fait, je sais que ta vision est claire. Puis moi, je suis convaincue que tu vas atteindre 100% où tu vas aller. Fait que quand tu vas être sur ta chaise berçante, là... Quand ça? Non, mais elle dit souvent ça, quand je vais être sur ma chaise berçante, là, mais tu vas l'avoir atteint. Tu sais, Iris Arlot, sincèrement, moi, je suis convaincue que ça a une dimension mondiale, là. J'en suis convaincue. C'est juste une question de temps. Puis, avec la dynamisme que tu as. Puis aussi, ben, tu sais, on n'a pas parlé, mais tu es entouré de gens extraordinaires. Tu travailles avec ton conjoint. Ça, je sais pas comment ben, je trouve que vous avez une belle dynamique. Ça n'a pas l'air d'être compliqué. Honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs choix de vie que j'ai fait. C'est beau, hein? Oui. Hein, c'est beau parce que c'est pas tout le monde qui est capable de travailler avec... Non, puis on serait pas là non plus si lui avait pas dit « Je lâche ma carrière et je m'en viens à 200% dans Iris Arlot. Ouais. » Puis même chose avec toute l'équipe, là. Ouais. Mais en tout cas, moi, je retiens beaucoup de choses de toi aujourd'hui. Puis, tu sais, ton audace, sincèrement, là, ton audace, c'est quelque chose. Là. T'oses, tu prends pas un nom pour... tu sais, un nom, c'est un oui, dans le fond. C'est pas grave, ça va aller vers autre chose. Toi, tu retiens quoi? Ben, beaucoup de choses, mais c'est vraiment de la personnalité. Puis j'aime l'idée de dire de se faire confiance. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, surtout au début, ça peut être difficile. Puis tu l'as dit, j'aimais ça au début, tu l'as dit, là, que quand tu as eu cette idée-là, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était pas nécessairement une bonne idée. Regarde aujourd'hui l'impact que tu as. Non, parce que c'est sûr que les produits menstruels, c'est pas... Il n'y a rien de glamour là-dedans, là. Mais c'est essentiel, c'est ça qu'il faut comprendre. T'sais. Puis c'est là-dessus que toi et moi, on se rejoint, parce que j'ai été dans ma carrière pendant des années à promouvoir ça, à promouvoir les maintenant qui sont obligatoires. C'est ça qui est capoté, c'est que pendant des années, tu travailles là-dedans, puis à un moment donné, ça devient réel. Puis je te dis, ça va t'arriver toi aussi. Il y a des choses qu'aujourd'hui, c'est pas là, mais ça va arriver éventuellement. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous. Super apprécié. Puis on invite les auditeurs à partager. Oui. Hein? Un épisode comme ça, on partage parce que c'était vraiment rempli de plein de pépites, comme on peut dire. Clairement. Puis vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes. Merci. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.